Le confinement qu'ont connu les Français des mois de mars à mai, tout comme les récentes annonces de couvre-feu, sont des épisodes imposés qui ressemblent bien sous certains aspects à des formes de réclusion. Car la réclusion n'est pas seulement criminelle, cette peine de droit commun qui se traduit par une privation de liberté et un travail imposé de 10 ans jusqu'à la perpétuité. Non, la réclusion, c'est également l'état de celui qui vit enfermé, solitaire, retiré du monde de façon contrainte ou non, comme dans les communautés religieuses. Et en ça, les lieux de la réclusion, eh bien, ils sont multiples. Il y a la prison, les camps de concentration, mais également le service militaire, les hôpitaux psychiatriques, les maisons de retraite, les sectes ou encore les internats. On peut même être enfermé dans son propre corps lorsqu'on vit l'expérience de la maladie ou du handicap. Les intérêts de la réclusion ont évolué depuis l'Antiquité où la détention servait un but préventif en attente d'exécution de peine. Aujourd'hui, l'enfermement sert des buts de contrôle, thérapeutique, éducatif, patriotique ou encore spirituel. Et ces murs, auparavant barrières matérielles, se font de plus en plus invisibles. Quels sont les effets destructeurs de la réclusion d'un point de vue physique et psychologique ? Peut-on observer des mécanismes vertueux de dépassement de la réclusion en termes de création et de solidarité ? Comment sont vécues les différentes formes d'enfermement durant la réclusion et à plus long terme ? Élément de réponse dans un instant. Bienvenue dans Chercheurs en ville, votre émission consacrée à la recherche universitaire sur Canal B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Stéphane Eas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Rennes 2, sociologue, membre du laboratoire Violence, Innovation, Politique, Socialisation, Sport, également membre associé au laboratoire à Rennes, un laboratoire de sciences politiques et de sociologie. Enfin, vous êtes créateur et directeur de publication pour la revue en ligne L'Apologie, P-O-P-E-A-U. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de réclusion. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette. Bonjour. Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Colette, je vous laisse la parole. Stéphane Eas, quand on entend le mot réclusion, on pense souvent d'emblée prison, centre de détention. Mais vous précisez dans le sous-titre de votre essai Vivre la réclusion, expérience plurielle de l'enfermement. Et quelles sont-elles, ces autres expériences ? Alors il y en a différentes, comme celles qu'on n'a pas eues déjà. Je peux peut-être déjà commencer par vous dire nos frustrations, les centres de formation sport de haut niveau par exemple, les internats, les différentes formes d'internat. Donc ça c'est ou les formes de pathologie où il y a enfermement par exemple avec interdiction d'être dans une bulle aseptisée, interdiction de contact avec l'extérieur. Donc quand on avait lancé cet appel, on pensait avoir ces propositions. On en a eu d'autres sur les sectes, sur les EHPAD, sur les prisons, les centres d'éducation fermés. Donc on est ravis, mais sachez qu'on visait plus large encore. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de traiter ce thème, vous et Christophe Dargère ? Alors, avec Christophe Dargère, on a un projet au long cours, ce qui est un luxe, sans financement, vraiment d'une manière complètement autonome. Il s'agissait d'analyser les stigmates, la stigmatisation, dans deux premiers volets, toujours avec... c'est une quadrilogie en fait, avec 2 fois 2 livres, un livre expérientiel et un livre plus théorique. Et là, il s'agit du livre expérientiel sur la réclusion. Avec un jeu de mots sur le titre, je ne sais pas si quelqu'un l'a perçu, mais bien sûr, il y a, derrière le vivre, il y a la possibilité de glisser sur le mot et de dire « vive la réclusion ». On voulait penser la réclusion à la fois sous sa forme bien sûr négative, mais aussi sa forme positive, puisque les sciences sociales ne sont pas là pour juger la réalité, mais pour constater ce qui se passe concrètement. Là, vous avez dit que c'était le premier tome, et donc vous préparez un second tome plus théorique autour des théories de Erving Goffman. Voilà, tout à fait. Le levier théorique principal, mais pas exclusif, il y a bien sûr Foucault et d'autres, mais le levier théorique principal est effectivement l'institution totale telle qu'elle a été appréhendée il y a très longtemps maintenant par Erving Goffman.
Asile, paru en 1961, l'un des grands livres d'Erving Goffman, qu'il a publié après avoir passé 1 an dans un hôpital psychiatrique de Sainte-Élisabeth à Washington. 1 an en immersion, l'immersion ou l'observation participante étant la méthode de l'école de Chicago à laquelle il appartenait, l'école de sociologie, mais la méthode vraiment tout du long du travail d'Erving Goffman. C'est ça, c'est vraiment Asile qui montre comment Goffman travaillait sur le terrain, en immersion. Plus tard, il dira, si vous voulez faire de l'observation participante, vous devez vous entailler jusqu'à l'os. C'était une formule forte pour dire vous devez souffrir avec les gens, même si lui-même n'était pas un homme particulièrement empathique ou sympathique. Mais en 55-56, il avait promis au directeur de l'hôpital Sainte-Élisabeth qu'il ne dormirait pas avec les malades, c'était strictement interdit, mais il va s'organiser pour le faire. Et à un moment donné dans le bouquin, il décrit comment les détenus, les inmates comme il les appelle, se reconstituent des vies régulières. Le professeur des universités en sciences de l'information et de la communication Yves Ouinquin dans l'émission La Grande Table sur France Culture en 2016. Christian. Oui, alors effectivement, je trouve que c'est vraiment un beau livre et c'est vraiment une belle idée d'essayer de faire tenir ensemble des formes de réclusion. On reviendra peut-être sur le mot que intuitivement on n'a pas tellement en tête de rapprocher, ne serait-ce que pour les raisons que vous évoquiez, c'est-à-dire il y en a qui nous plongent dans l'effroi. Et il y en a qui sont peut-être, à l'évidence, moins dramatiques. Et l'ouvrage balaie très large, ça va des camps de concentration, à la prison, aux internats, vous le disiez tout à l'heure, aux centres de rétention, emprisonnement en soi-même aussi à travers le témoignage d'une femme handicapée. Alors je vois bien l'intérêt analytique qu'il y a à ouvrir la notion et à faire dialoguer des expériences aussi diverses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit risque, y compris au plan analytique, c'est-à-dire à ne pas voir ou à essayer de dépasser, disons, l'opposition qu'il y a entre des réclusions, disons, ultra-violentes au sens très ordinaire du terme, et puis des réclusions qui sont consenties ou enfermement dans des lieux d'où il est quand même possible de sortir ou dont on sait qu'on va sortir prochainement, etc. Est-ce que ça ne fait pas une différence définitive ou est-ce qu'on peut maintenir la perspective goffmano-foucaldienne ? Alors, dans Stigmate, Erving Goffman s'est amusé avec de grandes guillemets à comparer, par exemple, dans les hôpitaux, l'hôpital psychiatrique où il avait fait son observation participante, différents secteurs. Pour ceux qui ont lu l'ouvrage, il y avait un secteur plus ouvert, un secteur semi-fermé, un secteur fermé. Donc on a voulu reprendre ce principe-là. Par exemple, la question d'ailleurs en sociologie, en sciences sociales en général, du volontaire, du choix, est une question, une arlésienne quasiment. Donc par exemple, s'engager dans une secte, où est la manipulation si on y va volontairement ? S'engager dans une logique de retrait volontaire avec un engagement religieux, vocationnel, là aussi on peut toujours se poser la question à partir de quand on est influencé au point d'accepter volontairement, avec des grandes guillemets, de perdre sa liberté, voire de la perdre définitivement. Parce que si on rentre dans un monastère, il y a des formes particulièrement drastique d'enfermement volontaire, encore une fois, avec des grosses guillemets. Donc oui, il y a toujours ce risque-là, mais avec la science, il y a toujours aussi le risque de réduire la réalité. Et donc, Goffman avait il est parfois détesté pour ça aussi, mais il a proposé plein de notions, plein de concepts qu'il changeait même régulièrement, les acceptions, les sens du mot de ces notions pouvaient elles-mêmes changer d'un livre à un autre, voire d'une page à une autre. Donc il ne faut pas avoir peur de cette liberté qu'on peut s'autoriser je pense, en science, c'est indispensable de ne pas fétichiser les concepts et les notions. Et donc, on est parti sur ce principe avec Christophe Dargère, que la réalité est plurielle, qu'on ne va pas s'éparpiller en termes théoriques. On va prendre un levier principal, disons 2 leviers principaux avec Foucault, et on ne va pas s'éparpiller d'un point de vue théorique, mais par contre, on va faire travailler les concepts et les notions.
Là, vous parliez des mots, des concepts. Il y a réclusion, inclusion, exclusion. Vous nous en dites quelques mots ? Claude Javot, justement, qui est un professeur émérite belge, a commencé cet ouvrage avec un jeu sur les mots, encore une fois avec des guillemets, c'est-à-dire une histoire, une sorte d'archéologie entre excluant, recluant, exclusion, inclusion. Et donc, on lui avait demandé ça, et il s'est prêté de bonne grâce, en mettant plein de précautions d'ailleurs rhétoriques pour dire attention, ce n'est qu'un essai, etc. Mais il nous a semblé très intéressant qu'un chercheur capé, qui est plutôt reconnu pour une approche critique radicale dans notre jargon, puisse s'autoriser à ne pas faire ce qu'il a fait l'essentiel de sa carrière, mais à mettre plus de souplesse dans son approche. Et un peu curieux, à rester curieux. Et donc on a trouvé très intéressant qu'il joue par exemple avec les mots exclusion, excluant. S'il y a de l'exclusion, c'est qu'il y a des excluants, et des exclus bien sûr. Et sur chaque mot, il a fait ce jeu. J'avais moi-même, il y a maintenant un peu 12-13 ans, travaillé sur les questions des discriminations dans les sports. Et il y a un des mots qui est tabou, qui n'est pas visible dans les enquêtes que j'avais compulsées, c'est une revue de littérature internationale, c'est la question du discriminateur. En français ou en anglais, il n'apparaît quasiment pas sur les centaines d'articles que j'ai pu compulser. Et là se pose la question du non-dit, de ce qu'on n'est pas capable de dire. Alors qu'il y a forcément des discriminateurs s'il y a des discriminés. Donc voilà, donc c'est pas évident en fait, sans utiliser la logique girardienne par exemple du bouc émissaire obligatoire, l'auteur René Girard qui montrait qu'il y avait une logique comme ça d'exclusion à partir d'une focalisation sur une victime qui va expier, on va dire, le mal, et qui va cristalliser la figure du mal et donc il va permettre la purification, une sorte de catharsis collective. Donc voilà, on est vraiment sur des choses, des questions théoriques fondamentales, mais sur des terrains les plus variés possibles pour justement faire travailler encore une fois ces questions notionnelles et définitoires. Dans ces expériences très, très diverses, il y a des mots qui reviennent. Les gens reclus ou exclus se sentent souvent infantilisés, déshumanisés. Dans beaucoup de témoignages, il y a ça, avec des phrases très, très, très fortes. Je cite une personne qui s'appelle Maëva et qui est enfermée en hôpital psychiatrique. Et ces mots, ça m'a frappé. Elle dit, elle parle à la personne qui l'interview. Ta vie, quand on est enfermé, ta vie s'arrête, on est infantilisé, et puis on est déshumanisé. Et elle précise, en fait, on nous enlève nos vêtements perso, donc on a les mêmes vêtements, le même produit de douche ou de savon, on a la même gamelle, la même nourriture, la même odeur. Et c'est toute la question de l'institution totale, totalitaire, totalisante. C'est la réduction de la personne, son isolement, son dépouillement, effectivement une standardisation, une obligation d'utiliser des standards matériels, des vêtements les mêmes, etc., etc. Alors on n'en est plus forcément là dans l'hôpital psychiatrique aujourd'hui, qui est variable d'ailleurs, avec des structures tout à fait parfois opposées d'ailleurs et concurrentes. Mais en tous les cas, le sentiment, la réception du poids de cette institution est souvent brutale, puisqu'il y a effectivement jusqu'à la contention. Il y a bien sûr le fait d'être isolé des autres, avec interdiction d'avoir des contacts avec ses proches pendant X jours. Donc voilà, c'est plus ou moins standardisé, plus ou moins institutionnalisé, et forcément la personne qui subit cet isolement le vit parfois tout à fait mal, même si au final il peut y avoir un objectif thérapeutique qui peut être compris par la personne elle-même, la personne concernée elle-même. Enfermée pour soigner. En période de crise, de troubles, de déséquilibre psychique fort, avec des auto-atteintes, des automutilations par exemple, forcément l'institution est là d'abord pour protéger la personne, aussi des autres, le reste de la population. Quand on entend les arguments sur la souffrance qui peut naître de la réclusion lorsqu'elle est imposée, est-ce que le sociologue il a des éléments pour comprendre la réclusion lorsqu'elle est choisie ? Je pense à la réclusion en couvent, en monastère, etc.
je ne pense pas que vous m'ayez googlisé à ce point, mais il se trouve que cette question est très, très proche pour moi, très intime, puisque ma deuxième enquête d'ethnologie et de sociologie était auprès de la fraternité sacerdotale Saint-Pédiste, c'est-à-dire des intégristes catholiques, et où j'ai passé des recollections, des observations de messe en latin à 5h du matin, avec lecture des psaumes, etc., etc. Et j'ai pris un énorme plaisir, moi qui suis athée et plus, à vivre avec ces gens qui croient en un Dieu qui ne fait pas partie de mon horizon. Et je suis persuadé, après coup, et c'est un peu la boutade, et je l'utilise souvent en cours, en master ou en thèse auprès des étudiants, pour leur dire que j'ai pris du plaisir à être à genoux 12 heures par jour dans le froid, et que j'ai vraiment aussi un plaisir de penser que mes congénères et que mes supérieurs dans ce monastère puissent penser que j'étais le futur pape, puisque j'étais plus qu'assidu, et que la nuit, au lieu de dormir, j'allais dans la bibliothèque pour feuilleter des livres qui n'étaient pas disponibles dans les médiathèques publiques. Donc, je me suis amusé énormément à jouer. Mais encore une fois, c'est là que j'ai appris le métier. Mon métier de sociologue me permet de vivre les vies par procuration. Quand j'ai le plaisir de pouvoir aller sur le terrain, ce qu'a très bien fait d'ailleurs Christophe Dargère, au prix d'ailleurs de son poste, il a fait une observation incognito. Personne ne savait dans son IMPRO, dans son institut médico-professionnel, qu'il faisait sa thèse sur cette institution, sauf une de ses collègues. Cette situation d'observation incognito n'est pas validée par la plupart des scientifiques, des sociologues notamment, mais elle est parfois nécessaire pour pouvoir ouvrir des portes et montrer ce qui se passe à l'intérieur de certains murs. Sur un temps qui, en l'occurrence, là, a été contraint dans le temps, et quand c'est sur des temps plus longs, la réclusion de toute une vie, là, comment on l'explique, ce choix-là ? Je ne suis pas à leur place, j'essaie juste de me mettre à leur place. L'empathie n'est pas la sympathie, donc on essaye de rassembler un maximum d'informations sur ce que les personnes veulent nous dire. Elles peuvent ne pas tout nous dire. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir encore, sur des choix qui peuvent paraître paradoxaux, voire liberticides, alors que eux-mêmes les vivent comme étant au contraire libertaires. Christian. Alors, si on essaie de faire une petite mise en perspective historique, par exemple en renvoyant aux travaux de Foucault, Foucault, c'est la thèse de l'enfermement, du grand enfermement des fous typiques de l'époque moderne, puis des criminels, etc., l'invention de la prison moderne. L'idée d'une punition pédagogique, c'est-à-dire d'une punition qui puisse agir sur l'esprit ou du criminel ou des autres, c'est l'idée fondamentale de tous les réformateurs de la fin du XVIIIe siècle. Dans cette mesure-là, on touche à l'idée d'une psychiatrie susceptible de guérir le comportement criminel. Mais à dire vrai, c'est une idée qui se développera très lentement. Ce qui a été surtout vivace au XIXe siècle, c'est l'idée que le criminel est beaucoup plus un monstre qu'un malade, c'est-à-dire quelqu'un affecté d'une anomalie psychique donnée de naissance, comme une monstruosité physique. Et dans cette mesure-là, il n'y avait pas autre chose à faire que, ou bien de le supprimer, ou bien de le tenir définitivement à l'écart de la société. Vous venez d'entendre le philosophe Michel Foucault dans l'émission Les Chemins de la Connaissance sur France Culture en 1976. Derrière la réclusion, il y a l'institution. Et il y a la violence que l'institution est capable de faire aux individus. Donc c'est l'Église, c'est l'État... Et donc le grand moment de l'enfermement, c'est la modernité, ce sont ces fameux dispositifs dont parle Foucault, c'est-à-dire le moment où les institutions savent aussi s'appuyer sur des techniques de réclusion qui sont avec les effets que vous disiez tout à l'heure. Enfin, on a tous la même odeur, c'est incroyable comme témoignage. Voilà. Donc ce recul de l'individu, cette disparition de l'intime, etc. Alors, si on a ce modèle historique en tête,
ça pose évidemment la question de la légitimité des institutions en tant qu'elles sont acceptées comme pouvant enfermer les fous, les criminels, etc. On sait que l'Église, par exemple, n'a plus le pouvoir d'enfermer comme elle le faisait. Donc il y a des institutions qui reculent, il y en a qui avancent. Ma question, car il y a une question, ma question serait... les institutions aujourd'hui n'ont plus la légitimité qu'elles avaient, y compris l'État. Comme vous le disiez, l'enfermement des malades psychiatriques, c'est quelque chose qui est aujourd'hui et fort heureusement beaucoup mis en question. La prison également. Donc est-ce que au fond il n'y a pas un desserrement, ce que vous suggériez tout à l'heure en disant c'est un peu derrière nous, un desserrement quand même des formes de réclusion ou un déplacement alors des formes de réclusion, c'est ça. Et puis au moment même où je pose la question, j'ai aussi en tête le confinement auquel nous avons été contraints et qui est aussi une autre forme de réclusion. Alors rappelons que cet ouvrage est sorti, a été conçu bien avant l'enfermement lié à la Covid. Mais il faut aussi rappeler que historiquement, l'ethnographie, parce qu'il faut bien l'appeler pour ce qu'elle est, cette ethnographie d'Erving Goffman a fait beaucoup de bruit, ce qui est assez rare pour une ethnographie. Il y a des centaines d'ethnographies qui sont faites chaque année, puisqu'elle a conduit à l'évolution de l'institution psychiatrique elle-même au Canada et aux États-Unis. Donc il y a eu un impact tout à fait intéressant, ce qui n'est pas, je vous rappelle, l'objectif de la science n'est pas là pour être utile, elle peut être par contre utilisée à bon escient par les politiques pour modifier les services ou l'administration. Alors en fait, dans le sens goffmanien, d'Erving Goffman, on parle de management, de gestion des populations. Donc l'institution, elle est bien là pour gérer des situations en fait qui sont considérées comme perturbatrices, voire dangereuses. Et elles évoluent. Si on pense par exemple au 4e volet qu'on est en train de finaliser, il y a une superbe enquête auprès de moines monacales et qui montre l'évolution, alors en Espagne, qui montre l'évolution justement entre ouverture et fermeture. Parce que l'institution, on pense bien sûr à la prison, comme l'a évoqué Christian tout à l'heure, la question de la prison, de l'intramuros. Mais il faut bien voir que l'institution n'est pas que du mur, n'est pas qu'une enceinte qui peut être observée, archéologisée, retrouvée dans des fouilles. Il y a aussi des murs qui sont plus invisibles. Et maintenant, on est de plus en plus sur une institution, une gestion des populations par portable interposé, par connexion interposée, par traçage informatique, et ne serait-ce que par le collier, par exemple. En prison, le bracelet électronique qui permet justement de contrôler, sans être... Alors là, on parle encore de réclusion, là, à travers des dispositifs de surveillance, là, pour continuer. Voilà, donc on est vraiment sur du Foucault, associé du Goffman, donc on est effectivement sur une surveillance, et on peut aller plus loin, rajouter un autre auteur que j'aime beaucoup, Norbert Elias, qui parle d'autosurveillance, d'autocontrainte. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a un processus sur des siècles qui nous induit, qui nous oblige, mais d'une manière plus douce que la contention ou que l'enfermement, à s'auto-surveiller, à contrôler ses actes les uns envers les autres, notamment dans les situations d'interaction. Donc tout ceci est complexe. C'est pour ça qu'on a voulu prendre plein d'études de cas. Mais ça renvoie du coup, pardon, je coupe la parole, mais ça renvoie l'image ultime de l'autoconfinement, c'est-à-dire l'autoréclusion, c'est-à-dire être enfermé en soi-même. Ce qui est le visage de l'aliénation, par exemple, on va dire... en même temps que le visage de la libération, puisque mentalement, on peut toujours s'évader, quel que soit le système dans lequel on est, le contexte dans lequel on est. C'est aussi toute la force de cette réflexion sur l'enfermement, de montrer qu'il y a sans parler de séquences, différents types de réactions à cet enfermement, qui vont de la rébellion, de la révolte, voire du suicide, j'allais dire, puisque bien sûr il y a ce cas extrême qui peut arriver, mais aussi des formes de soumission qui peuvent paraître des soumissions, comment on pourrait dire ça, j'ai pas le bon mot, mais enfin, qui rassure l'institution, alors même que la personne est intérieurement dans une révolte psychique et elle peut mettre en place des stratégies pour contrer justement le poids de l'institution. Donc, heureusement, l'être humain est capable d'adaptation, y compris à partir de l'imaginaire. Et le contrôle de l'être humain est beaucoup plus compliqué que le contrôle encore d'autres animaux.
On y reviendra tout à l'heure après la pause musicale, justement, sur ces espaces de liberté, de créativité dans des situations d'enfermement et de réclusion. Ouais. Et donc, un peu de musique avec le groupe Arcade Fire qui interprète My Body is a Cage. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage
Vous écoutez Canal B sur le 94.0. À l'instant, c'était Arcade Fire avec le titre My Body is a Cage. Aujourd'hui, dans l'émission Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire, on parle de réclusion avec Stéphane Eas, maître de conférence à l'université Rennes 2 et sociologue. En première partie d'émission, il a été question des différentes formes de réclusion et des différentes nuances d'enfermement. Notre invité a aussi évoqué les mots tabous du champ de la réclusion, ses mots et l'évolution de ses formes. À présent, il va être question des mécanismes de renforcement des solidarités et d'adaptation en situation d'enfermement, puis de la place du témoignage dans le travail du sociologue Stéphane Eas, outil de cicatrisation de l'expérience traumatique de la réclusion. Stéphane Eas, dans les pires situations parfois, des femmes et des hommes reclus, prisonniers, déportés, internés, pensionnaires, etc., trouvent des façons de repousser les murs, de s'évader mentalement, de négocier avec le réel. Est-ce que ces expériences, l'enfermement, c'est aussi un espace et un temps où l'imaginaire, la créativité a une marge de manœuvre, laquelle ? Oui. Et un temps aussi de solidarité. Partager une situation malheureuse qu'on vit difficilement peut permettre de ressouder des liens entre des personnes qui n'ont pas grand-chose en commun et qui, d'un point de vue, de plein de points de vue d'ailleurs. Donc ils se retrouvent dans le même lieu, ils le vivent mal, ils peuvent s'accorder sur un minimum pour améliorer leur quotidien qui pourtant peut être particulièrement horrible avec une incertitude incroyable sur l'avenir et un risque de mort d'être abattu chaque minute. Donc c'est vrai que certains contextes terribles peuvent permettre, c'est ce qu'on observe depuis très longtemps, soit d'abandonner, si je reprends une grille éthologique, analyse du comportement animal, on parle de combat ou de fuite, c'est bien sûr simpliste par rapport à l'humain qui est capable d'une variation bien plus importante, mais en tous les cas, quand on ne meurt pas d'un enfermement rapidement, on peut s'y adapter et trouver des solutions avec plein de guillemets pour vivre moins mal, voire bien vivre une situation qui peut paraître complètement invivable de l'extérieur. Petit exemple, une personne handicapée, un témoignage. Cette personne malade, sa maladie évolue hélas défavorablement, et elle dit par exemple, il faut toujours faire autrement, toujours dépasser l'ancien modèle qui n'est plus pertinent compte tenu de l'évolution de la maladie. Donc on négocie avec ça, on s'adapte, on se transforme et on crée aussi, ou ces prisonniers dans un camp, là c'était 14-18, oui, qui construisent sous leur baraque une cache dans laquelle ils peuvent se retrouver, ils peuvent échanger, ils peuvent... Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, les études de cas qu'on a pu rassembler ici font penser à n'importe qui, en fait, à des films, par exemple, à des romans, etc. Donc, ça met en branle l'imaginaire, en fait. Bien sûr, Alcatraz, Papillon, il y a tout un tas de films comme ça qui montrent comment on peut s'évader réellement ou symboliquement, en tous les cas, tenter de s'échapper. You'll be killed. You know that. Lady. Please don't do it. Extrait du film Papillon, sorti en 1973. Dans l'extrait, Steve McQueen campe le rôle de Papillon face à un Dustin Hoffman qui lui déconseille l'évasion finale. Alors pour la petite histoire en off de ce livre, qui n'est bien sûr pas écrit dans cet ouvrage, qui est de facture scientifique, Annie Chabert, par exemple, je ne l'ai jamais rencontré. C'est une de mes particularités depuis 30 ans, qui effraie beaucoup de mes collègues en sociologie, mais il est tout à fait possible de faire des enquêtes sans jamais rencontrer les gens en direct. Et bien avant le confinement qu'on a vécu. C'est-à-dire que le travail en distanciel, je le pratique juste depuis 1991, et ça me vaut plein d'inimitiés, mais je sais pertinemment que ça fonctionne très bien. Annie Chabert, on ne s'est jamais vu, jamais rencontré. Et je sais aussi, pourtant, je pense bien connaître sa situation parce qu'elle me l'a explicité. Par exemple, elle ne peut pas répondre par elle-même au téléphone.
et je l'ai eu plein de fois au téléphone. Je connais ses contraintes, ses limitations d'activité, et je sais aussi qu'elle était engagée, la première fois que je l'ai rencontrée à distance, dans une écriture de thèse. Et j'étais fasciné de voir comment une personne qui est accompagnée 24 heures sur 24 par des aidantes peut se mobiliser sur un travail aussi complexe et aussi difficile qu'une thèse pendant 3-4 années, se consacrer, focaliser son attention sur un sujet, sachant qu'elle-même est concernée par son propre sujet. Donc il y a un problème de distance, et elle l'a réussi très brillamment. Et donc j'ai été obligé de la convaincre de me parler de ses difficultés, non pas en tant qu'étudiante, mais en tant qu'être humain, pour par exemple avoir du plaisir en allant à la piscine, avec les difficultés des institutions qui sont normalement accessibles et qui concrètement ne sont pas accessibles. Et comment elle s'organise pour pouvoir imposer son désir, entre guillemets, d'aller nager. Christian. Alors oui, une chose qui est frappante quand on feuillette le livre, et a fortiori quand on le lit, c'est la place qui est donnée au témoignage. C'est pas un livre du tout de sociologie en surplomb, ou de sciences sociales qui raconterait une histoire ou qui analyserait la réclusion de l'extérieur. Donc ça veut dire que confiance est faite aux acteurs. Ça veut dire qu'il y a l'idée que la vérité, ou en tout cas une partie de la vérité de la réclusion, elle est dans ce que les reclus sont à même d'en dire et d'en penser. Donc c'est le modèle assez classique en sciences sociales, de la compréhension et de l'attention portée à la subjectivité des acteurs. Mais là, j'ai quand même l'impression que sur un sujet comme ça, cette perspective épistémologique et méthodologique, elle est particulièrement forte. Au point que... dans votre contribution, par exemple, le sociologue est certes sociologue, mais il est aussi autobiographe. J'ai refusé jusqu'au dernier moment d'inclure ma petite contribution personnelle, et puis j'ai considéré au final que pourquoi pas, ça pouvait être éventuellement intéressant. C'est le seul texte que j'ai écrit sur cette période, sachant que j'ai des centaines de pages manuscrites. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis de m'engager dans une sociologie qui n'est pas surplombante. Alors il faut peut-être dire de quel type de réclusion il s'agit là. Alors, il s'agissait du service obligatoire, national obligatoire à l'époque, donc je l'ai réalisé entre 88 et 89, et j'étais de la dernière promotion à faire 12 mois, de ce qui a été, c'est un lapsus, mais ce qui a été très délicat, parce que j'étais obligé d'arrêter, j'étais en licence 2 à l'époque de sociologie à Nantes, et je n'avais pas d'autre possibilité, en tous les cas, je n'avais pas accepté l'idée d'une autre possibilité, parce que j'aurais pu être objecteur de conscience, par exemple, ou voir d'autres modalités, mais dans mon esprit, ça ne me paraissait pas possible de déserter par rapport à cette obligation, pour des raisons familiales, vous l'entendez à ma voix, parce que je suis un peu ému, mais effectivement, je voyais mal exposer à mon père, qui avait fait la guerre d'Algérie, que je n'allais pas aller sous les drapeaux. Ça paraissait pas concevable et pas négociable. J'en sais rien, puisque je lui ai jamais posé la question. J'ai fait réformer plein de personnes autour de moi, y compris mon frère, mais après coup, ouais. C'est-à-dire que vous avez passé 1 an au camp de Mourmelon dans la Marne, et vous le décrivez, vous dites que vous avez eu 1 an de souffrance physique et de douleur psychique dans ce camp. Je peux le résumer, mais je ne sais pas si c'est le lieu de parler de son expérience personnelle, mais j'étais marié officieusement, mes parents ne le savaient pas, je m'étais marié avec ma future femme, entre nous, avec une alliance, etc. Et quand je suis arrivé à l'armée, vous savez, à l'institution, on se rase les cheveux. Alors pour ceux qui me connaissent maintenant, j'ai les cheveux longs. À l'époque, je n'avais pas les cheveux aussi longs, mais on m'a rasé, et j'ai très mal vécu ça, comme on peut le voir dans Full Metal Jacket ou plein d'autres films. Et surtout, j'avais cette alliance que j'ai toujours au doigt, et on m'a demandé de l'enlever. Et j'ai refusé de l'enlever, et ça a été le début des ennuis avec les rapports dans l'institution. Pour les auditeurs et les auditrices, des années après, vous allez découvrir que vous aviez été fiché, stigmatisé comme démobilisateur de troupes. C'est pas rien, ça. Non, mais à l'époque, j'en avais une certaine fierté. Mais je l'ai très mal vécu. Alors, quand je vous dis je l'ai très mal vécu, c'est-à-dire que j'étais sportif, je le suis moins, mais à l'époque, j'étais particulièrement affûté. Je faisais 63,5 kg pour être tout
tout à fait précis. Quand on est sportif, on connaît son poids de forme. Et j'étais en poids de forme. Et 4 mois après mon incarcération, mon incorporation, je faisais 7 kilos de plus et j'avais des tendinites partout, sur tout le corps. C'est-à-dire que l'activité physique telle qu'elle est pratiquée à l'armée n'est pas du tout le sport tel qu'il peut être pratiqué pour le loisir ou même à un bon niveau, puisque j'avais un niveau national en course à pied. Donc j'ai souffert, j'ai perdu tous mes ongles, par exemple, après la première marche, commando. Donc voilà, donc pour un coureur, perdre ses ongles, c'est un traumatisme. Ça peut paraître futile comme ça quand on est à l'extérieur, mais les pieds, pour un coureur, c'est juste l'essentiel, quoi. Donc voilà, ça peut paraître des minauderies comme ça à l'extérieur, hein, mais j'ai très mal vécu de prendre beaucoup de poids, de ne plus me reconnaître dans la glace, d'avoir mal partout. Voilà, donc, et là, on retrouve complètement Goffman et Foucault, hein, la fabrique d'un individu à qui que l'on oblige à rompre avec ce qu'il était auparavant. On laisse au vestiaire son alliance, ses chevelons, tout ce qui constitue l'individu dans sa singularité. À l'époque, je n'avais pas lu Foucault ni Goffman, hein, pas du tout. Hein. Même si j'étais déjà en licence 2, j'avais encore pas découvert ça. On avait lu Bourdieu, c'était l'essentiel de la sociologie à Nantes à l'époque. Donc j'avais lu Bourdieu en long en large, mais pas du tout Goffman et pas encore Foucault. Donc oui, je l'ai vécu, mais j'aimerais pas parler que de moi, parce que c'est un travail collectif. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que la sociologie de l'expérience, hein, effectivement, enregistrer les expériences, ça n'a pas été de soi. Hein. Il a fallu qu'on convainque certaines personnes, puisqu'il y a des risques à parler, même à des scientifiques, même en garantissant l'anonymat. Par exemple, je n'avais pas donné, vous l'avez dit, Mourmelon, mais j'étais un peu obligé, parce que l'affaire était dans ce triangle de Mourmelon, mais je ne vous ai pas donné le nom de l'escadron. C'est facile à trouver, mais je ne l'ai pas indiqué. Je n'ai donné aucun nom non plus. Mais de la même manière, j'ai des collègues pour qui il y a eu des répercussions. Par exemple, Christophe Darger a perdu son emploi, tout simplement. Il a été licencié. Donc, il est obligé de rebondir. Il est professeur des écoles actuellement. Il est obligé de rebondir sur une autre activité professionnelle. Donc, les enjeux sont importants. La personne qui travaillait dans l'EHPAD a été elle-même licenciée. Donc, voilà. Donc, il y a des conséquences, un coût humain à parler, y compris en garantissant l'anonymat, donc en respectant la dignité des uns et des autres. Parce que il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'accuser les excluants, les discriminateurs ou les enfermeurs. Je ne sais pas si ça peut s'utiliser ce mot, mais ils travaillent, ils collaborent à un système, ils le font aussi pour des bonnes raisons. Parce que les institutions ne sont pas là que pour entraver les individus, encore une fois. Elles sont là pour le vivre ensemble. Mais sur la parole, vous avez mis 30 ans à écrire cette année à Mourmelon. Mais dans votre essai, il y a par exemple un soldat français fait prisonnier à l'automne 14 qui est interné dans le camp allemand de Paderborn. Et il note dans son journal « Nous avons touché des cartes pour prévenir nos familles et donner des nouvelles. Maintenant, à qui écrire ?» Cette interrogation, on l'a vu, les résistants internés à la prison de Montluc à Lyon pendant la dernière guerre, et bien sûr les survivants des camps de concentration en 1945, ça a été la grande question. À qui raconter ? Comment raconter ? Et voudront-ils nous entendre ? Et c'est pour ça que je défends la place des sciences humaines et sociales. Il se trouve que alors je ne sais pas si on peut parler de hasard, un sociologue qui parle de hasard, c'est pas étonnant, mais à travers plein d'enquêtes depuis 30 ans, j'ai rencontré plein de survivants, par exemple des camps d'Auschwitz, sur les maladies de peau. On veut dire la probabilité de tomber sur quelqu'un qui sort des camps peut paraître minime, mais voilà. Donc en fait, ça fait partie de notre histoire. Et cette histoire est traumatique, et il y a des gens effectivement qui ont vécu sans parler toute leur vie, qui sont morts sans avoir l'occasion de parler. C'est aussi donner la voix à des sans-voix. Ça fait partie de mon travail de scientifique. Ce qui veut dire aussi que la prise de parole s'analyse parmi les dispositifs de résistance de l'individu à l'institution, et le fait que les prises de parole puissent être très postérieures à la réclusion montre aussi que on n'en a pas fini avec la réclusion une fois que la porte s'est ouverte. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des enjeux de long terme sur des identités, et qu'il y a les réclusions dans les murs, comme vous disiez tout à l'heure, mais il y a aussi les réclusions dans les têtes, et que peut-être c'est par le témoignage et l'écriture que les individus parviennent à s'en libérer.
En fait, c'est la problématique plus générale des violences entre humains. C'est applicable à toutes les violences entre humains, en fait. Par exemple, pour les personnes qui ont été violées, un délai de prescription légale n'a rien à voir avec le délai mental, psychique de la personne. Mon épouse, qui est psychologue en psychiatrie, rencontre tous les jours des personnes qui... je vais vous donner un exemple que j'ai en tête. Elle me parle rarement de ce travail, mais quand elle m'en parle, c'est que la situation est un peu exceptionnelle. Une sœur qui, en retraite, a évoqué les attouchements sexuels qu'elle a subis pendant des décennies, toute sa carrière en fait, par sa mère supérieure. Et elle s'est autorisée à aller voir un centre médico-psychologique, mon épouse, pour être accompagnée à la mort seulement de cette mère supérieure. Donc tous les psychologues, tous les sociologues qui travaillent sur les violences le savent bien. Les délais, c'est en décennies que ça se compte pour qu'il y ait la possibilité éventuellement pour certaines catégories de la population de pouvoir parler. Donc le service public est là aussi pour ça, pour faciliter cette mise en mots et éventuellement cette cicatrisation a posteriori d'un traumatisme. Alors, et en même temps, alors oui, tout ce que vous dites est évidemment très, très important, mais en même temps, le livre donne aussi à voir une autre dimension qui rejoint la question de l'ambivalence sur laquelle vous ouvriez cet échange, c'est-à-dire que oui, la réclusion est traumatisante, oui, on ne se libère pas de la réclusion en franchissant la porte de sa prison, et en même temps, et justement du fait de ces effets de long terme, il y a aussi des acteurs qui trouvent à se construire à partir de l'expérience de la réclusion, non pas dans la réclusion elle-même, parce que par hypothèse elle est mutilante et elle est aliénante, mais alors concrètement ça peut vouloir dire, ça peut renvoyer à des témoignages du type maintenant je connais le goût de la liberté, je sais apprécier la liberté, j'ai un autre rapport à la vie, et dans tous les cas, pour le meilleur ou pour le pire, ça m'a construit. Alors là, les sciences sociales sont assez armées pour objectiver ça. Oui, d'autant plus que depuis 10-15 ans, peut-être 20 ans, les sciences humaines et sociales fétichisent moins les notions qu'elles mobilisent. En psychologie, en sociologie, par exemple, on sait que maintenant que la notion de personnalité ou d'identité est un processus et qu'elle n'est pas figée et qu'elle se poursuit tout au long de la vie. Donc cette souplesse aussi, on a mis de la souplesse dans notre manière d'aborder l'être humain, et donc être violenté, être enfermé, ça ne résume pas l'individu pendant son enfermement, mais bien sûr après. Et donc il peut passer à autre chose. Alors il y a une figure masse médiatique très très connue, Boris Cyrulnik, qui a vulgarisé le concept de résilience. Il n'y a rien de plus simple que la théorie de la résilience. Comment reprendre un développement après une agonie psychique? Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. C'est-à-dire que on était en train de vivre, on a un événement qu'on ne peut pas penser, impensable, on est KO, debout, on est en agonie psychique, on ne peut pas l'affronter, et puis qu'est-ce qu'on fait? On reste prisonnier du passé, c'est ce qu'on appelle le syndrome psychotraumatique, ou alors on se débat et on se remet à vivre le moins mal possible. Et ça veut dire que on a un degré de liberté. On n'est pas totalement soumis aux événements qui nous fracassent. C'était Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, lors d'une conférence organisée par l'Université de Nantes en 2015. C'est vrai qu'ici, on a affaire, dans cet ouvrage Vivre la réclusion, à des figures de résilience, à des tuteurs, des tutorats affectifs qui permettent de dépasser cette situation pour les survivants, en tous les cas, puisque là, on a des personnes qui sont survivantes. Il faut bien voir, là encore, que beaucoup de personnes n'ont jamais l'occasion de parler ou de rencontrer quelqu'un qui va les écouter et prendre au sérieux leurs propos et leur expérience. Oui, par hypothèse, s'il y a témoignage, c'est que l'histoire est racontée par ceux, non pas les vainqueurs, mais en tout cas par ceux qui s'en sortent. Et justement, il y a un très bel ouvrage au Presse universitaire de Rennes qui vient de sortir sur l'histoire des gens simples, qui essaye de contrer ce poids des dominants dans l'histoire. Et je m'associe beaucoup à ce travail d'historien et de sociologue, de travailler auprès des gens qui n'ont pas la parole en temps normal. C'est leur donner la parole, mais parce que vous les écoutez. Mais
la grande question quand même, par exemple, retour des camps de concentration, mais aussi sortie de prison actuellement, sortie d'autres institutions de ce type, peut-être que personne ne voudra les écouter. Peut-être que le discours dérange, peut-être il bouleverse, enfin. Moi, je serais moins négatif. Je pense que les gens peuvent les écouter. Par contre, ils ne sont pas formés pour enregistrer, accumuler ces expériences, les comparer, parce que c'est pas leur travail, tout simplement. On a ce travail, cette fonction sociale, en tant que scientifique, en sciences humaines et sociales, en tous les cas, de partager les connaissances. Et donc, ça fait partie, tout simplement, de notre travail. Ce qui, au-delà de la bonne volonté, plus ou moins présente, pour discuter avec ceux qui ont vécu l'expérience de la réclusion, est-ce qu'on ne bute pas aussi sur cette idée que cette expérience n'est pas partageable? C'est-à-dire, par hypothèse, je dirais que les gens qui, comme nous tous ici, avons la chance de pouvoir aller et venir à peu près librement et de ne jamais connaître que des portes ouvertes ou semi-fermées, l'expérience d'où la fascination que vous évoquiez, cinématographique, romanesque, etc., pour l'enfermement, c'est qu'au fond, cette expérience, elle est d'une singularité à peu près inouïe, c'est-à-dire on peut l'entendre, mais l'expérience de la prison, par exemple, c'est toujours décrit par ceux qui l'ont vécu comme quelque chose qu'on ne peut pas partager, y compris avec des autrui bienveillants, attentifs, et voilà. Ça fait partie de notre travail de lézarder ces barrières à la parole. Donc on est très nombreux en fait. J'ai l'impression de parler pour le service public, mais enfin on est là pour ça. Effectivement, il y a plein de professionnels, plein de professions dont l'objectif est d'aider les autres, d'accompagner les autres. Donc voilà, on est juste un petit maillon dans cet ensemble. Je ne me vois pas autrement, en tous les cas. Question vraiment d'actualité. On parle de réclusion, d'isolement, d'enfermement. Quid du confinement ? Là encore, les inégalités sociales sont flagrantes, quoi, entre la personne qui a un jardin, qui habite à la campagne comme moi, et une personne qui est dans une habitation avec des voisins en haut, à droite, dessous. La situation est radicalement différente. Je vais peut-être choquer, mais j'ai bien vécu le confinement. Ça m'a permis de ne pas être envahi par plein de perte de temps, enfin des choses que je considère comme de la perte de temps, et donc à distance, je vous l'ai dit, c'est juste ma spécialité. Donc le confinement a permis à des gens de connaître quelle est ma vie. J'en rigole beaucoup avec mes amis, par exemple, qui connaissent mon emploi du temps, et ils se sont dit, dis donc, être à la maison, travailler à la maison, c'est pas facile. Non, j'ai jamais dit que c'était facile, ça demande une organisation, une rigueur. Là aussi, une autocontrainte. Oui, c'est une expérience assez fascinante de démocratisation du confinement et d'universalisation du confinement. Mais oui, c'est évident que les inégalités de ressources pour y faire face ont été considérables. Alors, effectivement, ce sont les ressources matérielles, jardin, enfants à la maison, etc., conjoints, tout ce qui a permis de franchir le truc plus ou moins facilement. Mais c'est aussi peut-être les ressources mentales. Je repense, alors il ne faut pas tout mélanger, mais puisqu'on évoquait tout à l'heure l'expérience de la prison ou des camps, comment certains ont pu dire que le fait de pouvoir lire, la lecture par exemple, comme activité qui permet de faire reculer les murs, ou le savoir d'une façon générale, ou la créativité, voilà, et peut-être aussi qu'il y a des inégalités qui ne sont rien d'autre que des inégalités sociales, mais aussi des inégalités peut-être liées au rapport au monde qu'on a d'une façon générale. Oui, tout à fait. Oui, c'est un vaste sujet. Moi, j'ai des images qui me parasitent quand je vous écoute, Christian. C'est pendant le confinement, il y a aussi le rapport à la loi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous à même d'appliquer les règles. J'ai croisé des gens quand j'étais en confinement, quand je promenais mon chien, qui manifestement n'avaient pas le même rapport à la loi que moi et qui continuaient à fonctionner comme d'habitude. Donc, il y a des endroits aussi moins contraints. Moins surveillé. J'habite la campagne, un tout petit village, et
la police était présente, mais la police est beaucoup moins présente qu'elle peut l'être ailleurs. Si tu habites avec un voisin à 1 kilomètre, forcément, le confinement, tu le vis pas de la même manière. J'ai des collègues et des amis proches qui n'ont pas vu la différence, pas du tout. Au contraire, ça a été bénéfique. Parce qu'il y a eu le développement de solidarité, par exemple, de consommation de produits frais proches. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui ont bénéficié de ce confinement. Hein. Ça, c'est les retours d'expériences positives. Si on revient à votre témoignage sur le service militaire et cette année désastreuse, vous dites que entre autres, ce qui vous en est resté, c'est votre incapacité à recevoir un ordre et à en donner. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal et qui me vaut toujours des grosses difficultés. J'ai une collègue qui a muté et qui m'a offert un cadeau et c'est écrit « Interdit de donner des ordres ». Elle avait floqué un t-shirt, elle avait tout à fait compris le personnage que je suis, marqué effectivement par des ordres débiles, des jours et nuits, et ça, j'ai pas su gérer ça. J'arrive toujours pas à gérer ce genre de contraintes qu'on m'impose. Donc j'avais sans doute déjà cette liberté chevillée au corps, mais c'est devenu un problème à l'université, qui est pourtant un endroit où la liberté de parler, d'agir est quand même importante. J'ai eu quelquefois à partir avec des collègues qui me convoquaient, par exemple. Le mot convocation, pour moi, ça c'est le maximum de la contrainte que je peux accepter. J'en rigole parce que je suis un privilégié, je peux parler, j'utilise d'ailleurs le droit de parole pour m'exprimer et parler modestement de ma petite expérience, mais la majorité des gens ne peuvent pas prendre cette distance au rôle que je peux avoir pour faire du Goffman, là encore, tous les jours dans ma vie. C'est ma profession, j'utilise en fait ma profession pour mieux vivre. J'espère que tout le monde arrive à faire comme ça. C'est ce qu'on souhaite à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Stéphane Héas, merci beaucoup. Je rappelle que votre livre que vous avez co-dirigé avec Christophe Dargère, il y a des collaborations d'une quinzaine de chercheurs et de chercheuses, 18. Le livre s'appelle « Vivre la réclusion, expérience plurielle de l'enfermement ». Il a été publié chez l'Harmattan et il coûte 30 €. Merci Stéphane Héas, merci Christian Lebar, merci notre réalisatrice Lucie Louavre. Et rendez-vous pour la prochaine émission de Chercheurs en ville, le 20 novembre sur Canal B.